Bonjour, je m'appelle Jean-Michel et je vis avec un pacemaker depuis 2017. Grâce à l'association Stop Mort Subite, j'ai pu recevoir un soutien et une assistance inestimables. Leurs programmes de sensibilisation, formation et assistance m'ont permis de mieux comprendre ma condition de vivre une vie plus sereine. Les membres de l'association sont toujours à l'écoute et prêts à aider, ce qui a fait une énorme différence dans ma vie quotidienne. Je suis reconnaissant pour leur engagement et leur dévouement à la cause de la santé cardiovasculaire. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer ce jour. Également. Voilà. Et je suis très ravie de voir que vous êtes très souriant malgré ce qui vous arrive. J'aimerais savoir comment vous vous êtes senti après l'annonce de votre maladie. Eh bien, pour tout vous dire, quand j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie cardiovasculaire et plus précisément d'un infarctus, l'ensemble s'est déroulé au moment en fait, où j'étais en pleine vie professionnelle. J'avais à l'époque 42 ans. Ça a dû être un choc pour vous. Alors c'est vrai que ça a été un choc et en même temps, si vous voulez, le fait d'avoir eu en fait de la famille déjà atteinte par cette maladie au niveau de mon père, mon grand-père paternel et maternel, fait que j'avais déjà des explications sur les symptômes que pouvait provoquer en fait un infarctus. Alors c'était une grande surprise pour vous. Vous étiez déjà sujette à cette maladie. Alors, je ne pouvais pas le savoir, puisque je l'ai découvert au moment où j'ai eu en fait ces problèmes, comme je vous l'expliquais précédemment, le soir, où j'ai fait venir d'ailleurs en fait un médecin de nuit, qui est venu une demi-heure après que je l'ai appelé et qui a fait des examens immédiats, électrocardiogramme, prise de sang, tension, enfin le minimum qu'il puisse faire. Et au moment où il m'a en fait injecté par voie en fait orale de la trinitrine, qui est un médicament permettant en fait de dilater les artères, je me suis senti beaucoup mieux. Mais le diagnostic du médecin de nuit était que je subissais un problème et un malaise gastrique. Qui n'avait rien à voir avec la crise cardiaque. Qui n'avait rien à voir avec la crise cardiaque. Mais en même temps, il faut savoir, et ça c'est important en fait que je vous le signale, c'est que moi, mes parents m'ont toujours indiqué en fait que les symptômes principaux d'un infarctus, c'est une douleur en fait aiguë dans le bras gauche et une douleur dans la poitrine, un peu comme l'angine de poitrine d'ailleurs. Et mon père à l'époque en fait qui avait subi le même problème, mais lui était à table avec des amis et tombait la tête dans l'assiette. Moi ça n'était pas du tout été mon cas. J'étais fébrile, soit, manquant de force, soit, mais j'avais pas ces symptômes-là. Donc je me suis que moyennement inquiété au moment où j'ai eu cette information. Et le lendemain, je suis reparti travailler jusqu'au mercredi où ma fatigue continuait, persistait. Et là, je suis allé voir en fait mon médecin généraliste habituel qui m'a dit d'aller faire immédiatement des examens et des analyses pour voir où en était en fait tel ou tel élément pour approfondir son diagnostic. J'ai donc eu un coup de fil du laboratoire après avoir fait les analyses. Ça c'était un vendredi, donc la semaine s'était déjà déroulée. Et le labo me dit, vu vos résultats, vous appelez immédiatement le SAMU ou les pompiers et vous vous dirigez vers l'hôpital le plus proche parce que votre cas est extrêmement grave. Là, vous avez eu beaucoup de chance parce que la prise en charge s'est faite à l'immédiat. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes. Alors quand vous dites la prise en charge s'est faite à l'immédiat, non. Il y avait déjà parce qu'il y a eu 5 jours, si vous voulez, en fait, où le cœur était en état d'infarctus et se dégradait de jour en jour. Donc l'idéal aurait été en fait que le médecin qui m'avait ausculté de nuit
m'envoie directement à l'hôpital. Là, il y a eu une dégradation du cœur liée à un mauvais diagnostic. Et quand j'ai été pris à l'hôpital, ils m'ont immédiatement emmené en salle d'opération pour dilater en fait mes artères grâce à l'injection de stents qui sont passés en fait, qui sont envoyés à l'intérieur des artères, à l'intérieur du cœur, pour dilater et faire revenir le sang pour que le cœur en fait reprenne une activité à peu près normale. Et ça c'était le premier depuis incident. votre opération, comment vous sentez-vous? Alors à l'issue de la première opération, en fait, j'ai retrouvé mon autonomie. Ah, parce que vous n'avez pas qu'une seule opération. Non, j'ai fait 4 infarctus. Ah, vous êtes un miraculé. C'est ce que les médecins me disent. Ah oui. Et donc ça, ce premier incident s'était déroulé au mois de juin. Et mon cardiologue a voulu me revoir au mois de septembre pour refaire un point sur l'évolution de la maladie. Et m'a réhospitalisé pour me réinjecter des stents, ce que l'on appelle des stents actifs à la rapamycine, pour que même les stents ne se bougent pas, puisque les anciens stents pouvaient éventuellement en fait se boucher et reprovoquer en fait un infarctus supplémentaire. Donc j'ai resubi en fait cette opération pour revivre encore à peu près normalement. Il n'y a pas eu énormément de baisse d'activité en fait dans ma vie entre l'infarctus premier et le deuxième infarctus qui n'en est pas vraiment un puisque c'était une intervention complémentaire mais par contre qui nécessitait des injections de stents. Après les choses se sont compliquées. Donc le cœur avec l'âge, avec la vie de tous les jours, mais vous le me stress. semblez encore toute jeune. Quand vous parlez d'âge, vous êtes encore tout jeune. Oui, mais écoutez, je suis ravi en fait que vous me le disiez, parce qu'à 62 ans, on n'est quand même pas non plus de première jeunesse, quoi. Donc, le cœur fatigue, mais l'ensemble du corps fatigue. Vous êtes toute jeune, mademoiselle. Je vous remercie. Et donc, à cette période-là, j'ai été suivi par un cardiologue qui me suivait régulièrement, donc 4 fois par an, pour refaire en fait des échographies cardiaques, pour voir où en était ce que l'on appelle la fraction d'éjection. À l'heure actuelle, vous vivez avec un pacemaker ou vous avez déjà subi une greffe? Alors, avant le pacemaker, qui m'a été posé en 2017, j'ai subi une greffe de la valve mitrale en 2015, puisque le cardiologue, après avoir fait en fait une échographie, s'est aperçu qu'il y avait une fuite dans le fonctionnement de mon cœur. Et la valve mitrale, qu'est-ce que c'est? Alors la valve mitrale, en fait, c'est comme une sorte de joint étanche qui permet en fait au cœur de comprimer et c'est comme quand vous expirez et inspirez. Voilà. Et à cette époque-là, il fallait impérativement en fait faire quelque chose. Et donc la seule solution était, le choix était de choisir le type de valve, soit une valve biologique qui est issue en fait de la peau d'oreille de cochon, qui est la seule compatible avec l'être humain, ou une valve mécanique, mais qui nécessite par contre derrière un suivi médical pour éviter en fait qu'elle se bouche ou il y a un traitement extrêmement lourd que j'ai préféré éviter, puisque d'ailleurs les médecins m'avaient dit en fait que vous étiez à un âge, à 43 ans, apte à pouvoir en fait être réopéré par la suite, parce que quand on vous pose une valve mitrale, c'est une opération à cœur ouvert. On vous ouvre le thorax en fait en deux, on vous sort le cœur et on intervient en fait sur le cœur pour changer la valve. Donc il y a toujours un risque,
mais c'était une obligation, puisque sinon, de toute façon, en fait, le cœur se serait arrêté de lui-même. Et à l'issue, en fait, de cette intervention, je me sentais beaucoup mieux, soit, mais le cœur continuait toujours, si vous voulez, à se dégrader. C'est à ce moment-là que moi j'ai fait, si vous voulez, en fait, un infarctus supplémentaire, hein, et le médecin m'a dit que l'état, en fait, de mon cœur nécessitait la pose d'un pacemaker et d'un défibrillateur, donc 2 ans plus tard, après l'opération de la valve mitrale. Et c'est là que vous rentrez en contact avec l'association Stop Mort Subite. Exactement. Et quel est le rôle que l'association Mort Subite a apporté dans votre quotidien? Bah, si vous voulez, c'est un soutien. Ce qui est important, c'est que au moment où j'ai fait mon premier infarctus, j'étais seul. Donc mes parents étant décédés, j'avais pas tellement, si vous voulez, en fait, d'aide morale que pouvait m'apporter justement, en fait, l'association avec laquelle maintenant j'entretiens d'excellentes relations et qui m'aide, en fait, psychologiquement, en fait, à supporter cet état qui est vivable, parce que bon, moi de toute façon je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et que de toute façon une chose est sûre, c'est que beaucoup de gens à l'issue du premier infarctus, enfin de leur premier infarctus, décèdent, ça arrive souvent. Donc comme vous disiez tout à l'heure, je suis un peu un miraculé, donc je profite aujourd'hui, vous me dites que j'ai en fait le sourire et le moral, parce que justement, je veux dire, je ne vis que du positif, je ne vis que du plus. C'est très important. Donc aujourd'hui, par contre, nous arrivons à la fin du traitement possible, puisque en fait les doses de médicaments ayant été augmentées, la valve mitrale ayant été changée, mon cœur aujourd'hui, lors de la dernière échographie, annonçait en fait une fraction d'éjection à 5%, ce qui veut dire que le cœur ne fonctionne pratiquement plus. C'est la pile qui, à l'intérieur, en fait, qui a été implantée à l'intérieur du corps en sous-cutané, fait le travail du cœur. Donc, forcément derrière, je ne peux pas faire des efforts trop prolongés, je ne peux pas porter lourd, je ne peux pas monter de côte. Enfin, disons que c'est très pénalisant. Quoi. Alors, je garde le moral, si vous voulez, parce que il y a encore une solution, c'est de trouver un donneur. Donc l'année 2025 sera, j'espère, en fait, l'année qui permettra en fait de sortir du tunnel, parce que l'ensemble des personnes que j'ai pu voir ou lire ou discuter avec, hein, qui ont été greffés, ont trouvé une nouvelle vie, et certains en fait ont vécu pendant plus de 20 ans avec un cœur humain, mais greffé. Et au jour d'aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez apporter aux personnes qui sont dans la même situation que vous? Je crois que surtout, en fait, ce qui est important, c'est garder le moral. Et que on se trouve aujourd'hui, en 2024, dans une période où la médecine a extrêmement évolué. Donc, ce qu'a subi mon père, en fait, il y a une quarantaine d'années, n'est plus du tout d'actualité. On peut, en fait... par contre, ce qu'il faut, c'est très rapide. À partir du moment où vous avez des symptômes, ou une douleur, ou quoi que ce soit, qui se trouve, en fait, au niveau du cœur ou de la poitrine... La prise en charge. Voilà. D'où l'association Mort Subite intervient avec des formations et tout ça. Voilà. Et ce qui est important, justement, c'est que l'association continue le relais, en fait, d'information et de prévention. Parce que je veux dire, les gens ne sont pas suffisamment en fait, sensibilisés à la question. Ils ne savent pas forcément quoi faire et comment réagir au moment où un de leurs proches ou eux-mêmes vont se retrouver dans une situation identique à la mienne. Alors que le réflexe numéro 1, c'est les pompiers ou le SAMU, et ensuite en fait, la prise en charge médicale. Plus la prise en charge est rapide, meilleur le traitement en fait, se trouve être le meilleur pour le patient. Et je vois que l'association Stop Mort Subite vous porte à cœur, parce qu'au début de votre introduction, vous avez parlé de ça et des multiples enjeux que offre cette association par rapport aux informations, par rapport à la formation et autres.
C'est très important en fait d'avoir, un soutien